Bonjour chers téléspectateurs de TV Liberté, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Aujourd'hui, Pierre Jovanovic. Bonjour Olivier. Bonjour Pierre. Alors, nous avons pas mal de matière aujourd'hui et curieusement, tout se passe après le 14 juillet ou autour du 14 juillet. Nous avions partir du 30 juin. Voilà, c'est ça. Nous avions déjà souligné que les banques aimaient beaucoup, et les gouvernements, la période, oui. Ces périodes. C'est étrange, comment se fait-il? Ça permet de passer sous le radar. Et puis avec le football, on ne parle que de ça, donc il n'y a plus aucune autre information. Hein. Vous avez remarqué que pendant un mois, il n'y a eu aucune autre information par la Coupe du Monde. De France, quand et même. depuis quelques jours, avec l'affaire Benalla, il n'y a aucune autre information à part le bodyguard. Le bodyguard de M. Macron. D'ailleurs, à son sujet, j'invite nos spectateurs parce qu'on ne va pas le traiter dans cette émission, mais regardez ce que j'ai écrit ce lundi. Il y a 6 papiers sur Benalla et vous comprendrez mieux les tenants aboutissants de cette affaire. J'ai beaucoup de témoignages de policiers et de gendarmes. Oui. C'est très intéressant, il se passe des choses, notamment même, on met en cause les services secrets marocains, enfin il y a plein mais c'est une barbouzerie, c'est une barbouzerie, mais au-delà de la barbouzerie, il y a peut-être des secrets d'alcôve. Voilà, oui, je vois ce que, je vois ce que vous voulez dire. Ceci ne nous regarde pas. Mais justement... Voilà. Mais il se trouve que nous en parlons quand même. Mais il se trouve qu'on en parle quand même. Voilà. Non, alors nous allons donner à nos téléspectateurs les dernières nouvelles de nos amis les banquiers. Et les banquiers voleurs. Voilà. Banquiers, donc. Non, banquiers voleurs. Oui. Non, parce qu'avant, il y avait des banquiers. Maintenant, ils sont devenus des banquiers voleurs. Voilà. Là, on le voit clairement. C'est très net. Chaque été, on s'en rend compte tous les deux, parce qu'on fait ça depuis maintenant 2-3 ans. Et on se rend compte que 3 ans, mon cher. 3 ans. On se rend compte que au mois de juillet, ou alors après le 25 décembre, c'est là où vous avez tous les jugements de condamnation de banquiers qui tombent, parce que les avocats se débrouillent, et on en a quelques-uns ici, on va vous les donner, vous allez voir que c'est dans la continuité de l'escroquerie généralisée, c'est très fort, mais les avocats se débrouillent à ce que les jugements soient donnés effectivement au mois de juillet, au mois d'août, pendant que le monde entier, enfin du moins les Français, sont en vacances. Moi, l'hémisphère nord en tout cas. Voilà, alors j'en ai quelques-uns. Justement, je ne sais même pas où je l'ai mis, mais je crois que, il y a la Société Générale. Oui, c'est la Palme. C'est la Palme. Oui. Mais avant de parler de la Société Générale, je voudrais vous parler, ainsi qu'à nos spectateurs, de le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, c'est une banque, c'est le même groupe que le CIC, si mes souvenirs sont bons. Alors, le Crédit Mutuel blanchit l'argent, mais punit ses usagers pour 300 € de dépôt en liquide. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que je fasse un tel titre? C'est très simple. La Banque de France et le bidule nommé ACPR, Autorité de contrôle prudentiel. Voilà, prudentiel. Alors, c'est comme les hautes études de l'armée de terre, les hautes études. C'est prudentiel. C'est pas très prudent d'ailleurs, on va le voir. Et sur la route, en ce moment, on voit Prudence Gravillon. C'est ça, Prudence Gravillon et de résolution. Attention, c'est un exemple ACPR. Attendu le vendredi 6 juillet. Donc voilà, c'est un exemple typique de ce qu'on... passage sous les radars. Sous les radars, voilà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont sans doute abaissé la vitesse à 80 km/h. Voilà, on a trouvé l'explication. Donc le début des vacances, pour passer sous le radar, sa condamnation du Crédit Mutuel pour blanchiment d'argent. Alors, question, pourquoi l'ACPR? Pourquoi, monsieur l'ACPR, pourquoi vous n'avez pas rendu public votre rapport, je ne sais pas moi, le 2 février ou le 2 avril, je ne sais pas, quand tout le monde est là par exemple, ou le 2 juin, voilà. Au mois de juin, tout le monde est là, toute la France travaille, il n'y a pas de discussion là-dessus. Pourquoi? C'est intéressant. Non, mais la corrélation, c'est-à-dire que tous les mecs qui sont à la CPR, c'est que des banquiers, etc. Donc ils entretiennent les mêmes relations de frères à sœurs, entre frères et sœurs, on va dire. C'est un peu incestueux, c'est même plus que incestueux. En fait, ils se bipent les uns et les autres. Et donc du coup, ça sort donc au mois de juillet.
Alors pourquoi le lundi 2 juillet? Parce que le vendredi 6 juillet est le grand début des vacances pour la majorité des Français, voilà, tout simplement. Et alors, vous soulignez que si vous avez un dépôt de 300 € à faire, alors là, ou un virement... oui, j'y viens justement, parce que dans cette info, il y a deux infos. Deux poids, deux mesures. Oui, il y a deux poids, deux... Mais là, il y a deux infos. La première, c'est qu'il balance l'info le 2 juillet, et la deuxième, c'est que l'autorité, la CPR, les planquins qui sont dans ce bazar, a sanctionné le groupe bancaire Crédit Mutuel pour manquement aux obligations de vérification des clients. Alors, le rapport détaille des signalements trop tardifs, j'aime beaucoup. Celui d'un client injoignable dont le père est venu avertir qu'il avait l'intention d'aller combattre en Syrie, des versements et virements d'un montant atypique qui ne seront déclarés que 117 jours après la première détection d'opération, ou 250 jours après, c'est-à-dire grosso merdo un an. Voilà. Mais vous, le français moyen blanc, parce que là, il paraît que c'est des, mais c'est des gros montants. Mais vous, le petit français, le commerçant qui va déposer, le coiffeur qui va déposer 300 €, ils vont le bip. Mais d'où vient cet argent et patati et patata. D'ailleurs, je crois que vous avez vu dans ma revue de presse. Vous utilisez l'appellation Gestapo bancaire. Et tiens, alors il est prononcé à l'encontre de la Caisse fédérale du Crédit Mutuel un blâme. C'est comme le truc de Coluche. Au bout de 20 blâmes, ils auront un avertissement. Voilà. Et une sanction pécuniaire d'1 million d'euros indique la décision rendue le 3 juillet. Alors, le Crédit Mutuel ne respectait pas parfaitement ses obligations, patati, patata. L'an dernier, c'était la BNP. Paribas a écopé d'une amende de 10 millions d'euros, Société Générale de 5 millions, Crédit Agricole 2 millions, et ainsi de suite. Mais vous, qui vous voulez payer 2 000 € pour louer une maison en Espagne, ou 1 000 € pour louer une maison au Maroc, au bord de la mer, n'importe quoi. Mais alors là, les mêmes criminels de banquiers vous pourrissent la vie. Voilà, vous avez les liens, et ça, c'était donc un papier du 13 juillet sur quotidien.com. Voilà. Et vous avez un autre papier qui complète celui-là, justement. Alors, c'est intéressant. Oui, vous parlez véritablement de Gestapo bancaire, en fait, inquisition bancaire en tout cas, pour vous demander des comptes quand vous Gestapo bancaire, oui, je pense que le terme est bien choisi. Alors, tel client modeste qui vient d'hériter quelques sous de ses parents se voit demander des comptes. D'où vient cet argent? J'ai eu plein de lecteurs qui sont dans le cas-là. C'est invraisemblable. En fait. Je pense que vous-même, vous avez eu un cas similaire, sans rentrer dans le détail précis. Mais le banquier qui vous fait un virement pour un traiteur, les banquiers qui vous appellent en disant c'est quoi ce virement? Mais je t'emmerde, connard. Pardonnez-moi d'être vulgaire, mais je suis révolté, je le dis depuis le début, pour qui se prennent ces banquiers. Mais en fait, ce qu'on voit derrière, c'est le banquier qui se prend pour un policier de la Gestapo, là, qui convoque. On va donner l'exemple là, de notre lectrice. C'est que les banquiers ont pris le pouvoir. Voilà, les banquiers ont pris le pouvoir. C'est ça que ça veut dire. C'est tellement énorme qu'on ne veut pas se le reconnaître à nous-mêmes, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que le banquier a plus de pouvoir sur vous que le commissariat local, quasiment. Il n'y a pas d'infraction. Mais le mec, il vous dit oui, c'est quoi ce virement? Donnez-moi des explications. Attends, on est obligé de donner des explications sur notre vie privée. Un connard de chargé de guichet ou je ne sais qui. Mais c'est aberrant. Clientèle. Conseiller clientèle, tu parles. Le conseiller clientèle qui est là pour vous vider vos poches, surtout. Vous avez le cas là de notre lecteur? Alors, je l'ai cité, mais je ne le retrouve plus. On va le retrouver. Mais c'est en tout cas parfaitement inadmissible. Enfin, on se demande pourquoi un banquier vous demande des comptes sur votre vie privée. Dès lors que vous respectez les règles bancaires classiques, c'est tout à fait inadmissible et ça devient abusif. Attends, mais j'ai un autre exemple. Attendez, tiens. Tiens, le Crédit Mutuel, puisqu'on parlait du Crédit Mutuel. Voilà. Le Crédit Mutuel de Rennes, écoutez bien. Rennes, c'est pas loin, c'est en France, a priori. C'est pas en Libye, on ne sait jamais. Alors, écoutez bien. Le Crédit Mutuel de Rennes a trouvé une solution pour se débarrasser de ces gueux de clients, de ces cendants. Instaurer des heures d'ouverture impossibles. Ça, c'est génial. C'est comme le fisc, c'est comme le trésor public. Ils ont des horaires. Tu es obligé de prendre une journée entière de ton boulot, de ton travail, donc tu n'es pas payé simplement pour aller régler un dossier. Enfin bref. Alors,
Pour retirer votre argent, vous devrez vous armer de patience, à défaut d'un Smith & Wesson. Alors, voilà, vous allez voir l'image devant nous, hein, parce que c'est un article du 4 juin. C'est très intéressant. Vous allez voir que c'est que l'après-midi, hein, et bien entendu des créneaux horaires où tout le monde travaille quasiment. Hein, voilà. Ou alors il n'y a que les chômeurs et les mères de famille avec leurs enfants qui peuvent y aller. Donc ce qui quand même limite au niveau de la population et bien entendu de la clientèle de la banque de retirer de l'argent. Ça veut dire que les mecs, ils veulent empêcher, ils veulent récupérer tout l'argent des Français. Voilà ce qu'ils font. Et surtout, c'est le cash qui leur fait peur. Ils ne veulent pas. On ferme des DAB, on l'avait déjà dit. Hein. On avait même fait un jeu de mots, souvenez-vous, hein, au bonheur des DAB. Au bonheur des DAB, bon, c'était... Mais pourquoi veulent-ils fermer les DAB? Pourquoi veulent-ils? Mais pour empêcher les gens de retirer de l'argent. Et c'est surtout... Et voilà, le cash. Voilà, mais sûr. Là, en Bretagne, en ce moment, il y a des villages, hein, j'ai vu une pétition. Oui, il y a un village en Bretagne qui a perdu son DAB. Et alors, du coup, les commerçants protestent. Mais bien sûr, il y a 6 à 10 000 personnes qui ne peuvent plus retirer d'argent. Voilà. C'est incroyable. Hein. Puisqu'on parlait du crédit mutuel, tiens, pourquoi il donne des horaires impossibles aux gens, hein. Dans le genre, vous allez venir entre 16h30 et 16h45. C'est la seule fenêtre de tir, hein, c'est comme le lancement de fusée Ariane en fonction de c'est là où vous allez pouvoir retirer l'argent. Hein, voilà, c'est tout. Après ça, c'est fini, monsieur. C'est fini. Vous ne pouvez pas retirer d'argent. Alors, regardez bien. Crédit mutuel. Ils vendent leurs bijoux de famille. Oui, mais c'est inquiétant, ça. C'est ça. Vous ne connaissez pas la société CIRSET, et c'est normal. Oui. Il s'agit d'une unité spécialisée dans la maintenance des lignes, faisceaux, passage de la 4G, 5G. Et c'est une très belle entreprise. Hein. Absolument. Belle pépite. Qu'utilise Orange, Bouygues, SFR, acteurs de télécom incontournables du monde contemporain et totalement digital. Voilà. Et donc, c'est un Américain qui... alors, je crois qu'ils ont emporté la mise. Hein, voilà. Ouais. Donc, ils ont, la filiale du groupe Crédit Mutuel CM11 a, selon nous, accepté l'offre valorisant la spécialité des 1 milliard d'euros. Voilà. Donc, ils ont vendu un bijou de famille qui, en plus, est une souveraineté sur nos télécommunications. Bien sûr. Ils le vendent aux Américains. Vous êtes surpris ? Non. Personne n'en a parlé de ça. Bien sûr, absolument. Personne. On vous a parlé d'Alstom, mais pas de CIRSET. Oui. CIRSET, c'est l'équivalent de France Câble et Radio, pour lequel j'ai travaillé pendant 15 ans. Oui, c'est une pépite, hein, c'était une belle entreprise. France Câble et Radio, c'était énorme. Hein, c'était, moi, j'étais rédacteur en chef de Missive News, hein, et ça allait de la Elf, de tous les... de toutes les plateformes de fromage, de forage. Oui, c'est un sacré fromage. C'est un gros fromage, oui. Surtout pour France Télécom, hein, et Elf. Bien sûr, au Nigeria, hein, le long du Nigeria, toutes les côtes africaines, etc., partout dans le monde entier. Les banques, etc., enfin, tout le monde y était, les ambassades, enfin, c'était quelque chose d'énorme. Et ben voilà, France Câble et Radio, et le bras armé de France Télécom, a été détruit. Maintenant, ça a été intégré chez Orange. Orange, on ne sait plus trop bien à qui ça appartient. Hein. Et voilà, et tout est racheté par les Américains avec leur monnaie de singe, précisons-le, parce qu'ils ne payent même pas en lingots d'or. Hein, ils payent avec la photocopieuse. C'est génial. Et les crétins du Crédit Mutuel l'ont vendu pour 1 milliard de photocopieuses. C'est voilà, c'est QFD. Hein, mais le pauvre petit client du Crédit Mutuel, pourquoi ils le vendent ? Parce qu'ils sont dans la bouise jusqu'au cou. Voilà pourquoi. Parce qu'ils sont en faillite. Donc ces deux informations, vous voyez qu'a priori n'ont aucune relation entre elles. En fait, quand vous les mettez dans la bonne optique, hein, un peu comme le parc du château de Versailles, vous voyez, vous avez une perspective, et ben là vous comprenez tout. C'est parfaitement logique. Alors nous allons mettre en perspective d'autres banques, mon cher Pierre, parce que j'ai cru comprendre que la Société Générale, ça ne va pas non plus. Hein, La qui ? La Société Générale. La Société Générale, oui, alors ils sont malheureux. Hein. Ouais. Alors, 10 ans après donc, la crise, les banques ne sont pas en bon état. Hein, écoutez, cette revue de presse nous permet d'avoir une vision globale sur la Société Générale. Alors, regardez bien, là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 informations qui touchent la Société Générale. Alors, je vais vous donner les titres, hein, puis on va revenir peut-être après. Alors, Société Générale, donc ça c'était fin juin. La SG vend ses bijoux de famille polonais. Donc,
c'est clairement que la crise s'aggrave pour elle. Du coup, la banque a décidé de vendre un gros bijou de famille, la Eurobank polonaise, qui pourtant a été achetée en 2005, donc à la période ultra faste, des banques remplies à rabord de CDS et autres assurances contre le défaut de paiement. Crédit défaut de swap. C'est ça. Donc voilà, ils vendent le bijou de famille polonais. Mais est-ce qu'ils le vendent à des Polonais ? Alors, je ne sais plus à qui ils le vendent. À mon avis, il doit y avoir les Américains. Ouais. Mais regardez ce que j'ai écrit. Ça, c'était le 18 juin. L'information donnée pendant la Coupe du Monde permettra à la Société Générale de passer sous le radar. Voilà. Parce que l'information est tombée juste quand la Coupe du Monde a démarré. C'est intéressant. Rappelez-vous la censure de TV Liberté sur YouTube, c'était le jour du démarrage de la Coupe du Monde. C'est pas du tout innocent. Ça permet de passer tous les trucs. Donc c'est pour ça que ce sont des informations importantes. Je le précise. Voilà. J'ai mis 2 chances sur 3 que ce soit les Américains qui rachètent, parce qu'on ne connaissait pas l'acheteur. Alors ensuite, Société Générale, regardez bien, là aussi ça pue. En faillite, arrête brutalement son programme cadeau. J'ai vu ça, oui. Curieux, tiens. C'est mesquin. La banque vous fait plus de cadeaux. Oui, ça c'est clair. C'est le message implicite. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez un programme fidélité, un peu comme au supermarché. Plus vous dépensez chez eux, plus vous avez de points et plus vous avez accès à des cadeaux plus ou moins idiots d'ailleurs, la plupart du temps. Voilà, de notre lecteur N1 qui nous dit mes parents sont à la Société Générale, ils ont reçu hier un courrier leur faisant part que la banque arrête les cadeaux liés à leur fidélité. Mes parents pouvaient cumuler des points avec leur carte bleue et au bout de tant de points, ils pouvaient commander des cartes cadeaux et ainsi de suite. C'est fini. L'ASG gratte partout sur les employés, les clients. Ce sont des chacals. Alors bonjour à tous les chacals de la Société Générale. Voilà, ça sent la fin, quoi. Ça sent la fin. Alors regardez bien, mon cher Olivier. Après, vous allez redonner nos commentaires, mais c'est très intéressant. Escroquerie bancaire cette fois. Oui. Toujours Société Générale. Donc ça, c'était mi-juin. La Société Générale s'est prise une amende de 1 milliard de dollars pour avoir graissé les pattes de certains fonctionnaires libyens sous Kadhafi. Tiens. Voilà. Intéressant, ça. C'est intéressant. Voilà, donc vous avez tout l'article, je ne vais pas tout vous lire, mais c'est très très intéressant et ça nous permet de savoir pourquoi Didier Vallet, Monsieur Valette, le valet de pique, là, pour le coup, a démissionné si soudainement au mois d'avril, je crois, c'était au mois d'avril, mars, on l'avait donné, je crois. Merci donc à Monsieur Sidoum, notre lecteur, pour ce florilège d'arnaques qui remonte à la surface. Voilà, c'est intéressant de voir. Parce que la société, les mecs, ils voulaient tous récupérer l'argent de Kadhafi, du pétrole, et ainsi de suite. Alors attends, on a encore de la Société Générale, on a encore de la Société Générale, regardez bien. On a tout ça. Alors, Société Générale en faillite générale, elle limite les retraits. Ceci explique cela. C'est comme le Crédit Mutuel. Ils vendent leurs bijoux de famille. On voit que le Crédit Mutuel est dans la même... Et limite le cash. Ils empêchent les clients de retirer l'argent et en même temps, ils vendent les bijoux de famille. Et puis en même temps, ils sont condamnés dans des affaires d'escroquerie où ils ont essayé de ramasser le plus d'argent possible. Et alors là, c'est quoi alors c'est notre lectrice Brigitte qui dit, d'ailleurs, elle confirme les observations de tous nos lecteurs, les vôtres, les miennes, etc. Vendredi, je suis allé à mon agence Société Générale rue de la République à Saint-Germain pour effectuer un virement pour mon fils. Il y avait là un client furieux parce qu'il ne pouvait pas retirer de l'argent liquide. Il était 15 heures. Le guichetier lui a répondu que maintenant, écoutez bien, très important pour nos lecteurs, écoutez bien, que la banque ne donnait plus d'argent liquide l'après-midi. Et qu'il fallait revenir le matin de 8h30 à 12h30. Voilà. C'est-à-dire le Crédit Mutuel empêche les gens de venir toute la journée, donc ils ouvrent, je résume, de 16h30 à 16h40, pendant lesquels vous pouvez retirer de l'argent, et la Société Générale fait la même chose. C'est-à-dire que là, on ne donne plus d'argent liquide, il faut revenir le matin de 8h30 à 12h30, et les gens travaillent, évidemment. Voilà. C'est formidable. Mais c'est Saint-Germain-en-Laye, c'est pas Aubervilliers, c'est pas une banlieue un peu pourrie, la cité des 4000 à Gennevilliers ou je ne sais pas où. Non mais vous comprenez ça, ce que je veux dire ? Le fond de l'affaire, c'est qu'avec les taux d'intérêt négatifs,
s'ils gardent, s'ils stockent de la monnaie papier, de la monnaie, ça leur coûte. Voilà la raison. Oui, vous avez raison, mais là, ils sont en train de détruire. Ils sont en train en même temps de. Olivier, ils détruisent la relation de confiance qu'il y a entre vous-même. Mais c'est le sous-produit. Vous-même. Juste avant qu'on commence l'émission, vous m'avez parlé que votre banquier vous a appelé en disant qu'est-ce que c'est ce virement que vous avez fait à votre traiteur. Mais c'est incroyable. Mais ça veut dire que tous les Français reçoivent ce genre de coup de fil de la Gestapo bancaire. Hein. Et on le voit bien là. Ils nous empêchent de retirer notre... On devient des esclaves des banquiers. C'est-à-dire, nous, nos lecteurs, etc., nos spectateurs, on travaille pour un employeur. Cet employeur nous paye un salaire. Le salaire va chez le banquier et le banquier refuse de nous le rendre. On travaille pour deux employeurs et on se fait niquer la tête, pardonnez-moi l'expression, parce qu'on ne peut même pas retirer on peut juste dépenser le minimum avec notre carte bleue, puisque même sur votre carte bleue, vous êtes limité en dépenses, je vous le rappelle. Il y a des plafonds, voilà. bien sûr. Et quand vous mettez tout ça bout à bout, vous commencez à avoir une vision. La banque a pris le contrôle. Depuis que Macron a été élu, ces putains de banquiers, ces gentils banquiers, non, mais c'est vrai, ces gentils banquiers ne se sentent plus pissés. Oui. Et d'ailleurs, c'est intéressant. On peut mettre ça en parallèle finalement avec l'affaire Benalla. Le mec, il se sent plus à côté de Macron. Hein, le mec, il a un appartement de fonction de 200 mètres carrés. Qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait pour avoir un appartement de fonction de 200 mètres carrés? Je veux dire, le mec, il est pas sorti major de Polytechnique ou de l'ENA, je n'ai pas le souvenir. Il est habilité secret défense, on lui donne tous les trucs. J'ai fait la liste sur quotidien.com. Voilà. Donc là, c'est clairement la courtisane, quoi. C'est la courtisane, voilà, disons-le clairement. C'est la courtisane, voilà. Donc et vous voyez, il y a un parallèle très intéressant. C'est formidable. Formidable. Je veux dire. Et la réaction populaire surtout. Mais moi, je crains véritablement, parce que cette opposition de la part du banquier à ce qu'on aille retirer notre argent, que les Français retirent notre argent. Le fait qu'ils nous demandent des comptes sur le fait qu'on fasse tel ou tel virement, etc., c'est une oppression, c'est un espèce de fascisme bancaire qui commence à peser sur la société française. C'est quand même gravissime. Mais c'est une tendance. Mais c'est extrêmement grave. Ça s'observe partout. Ah non, en France, oui, partout. Dans les autres pays, c'est un peu différent. C'est pas le cas. C'est pas la même chose en Espagne ou en Angleterre. En Angleterre, c'est pas... Encore moins en Allemagne. Oui. C'est vrai. Surtout qu'en Allemagne, beaucoup de transactions sont encore faites en argent liquide. Attends, il y avait une... Tiens. Alors... Voilà. Deutsche Bank. Non, même pas. Non, ça concerne toujours la France. Regardez bien cette information. Olivier. Mais tiens, lisez-la, à vous l'honneur. Je pense que... Merci pour cet honneur. Arnaque bancaire, les vieux sont les cibles privilégiées des banquiers. Évidemment. Oui, mais regardez, c'est un rapport de l'AMF. Oui. Au lieu de mauvais conseils, l'AMF pourrait parler par exemple d'escroquerie en termes plus justes. Lisez bien via Challenge. C'est Challenge. AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. Ça sort quand? Au mois de juillet. Vient de rappeler à l'ordre les banquiers sur leurs conseils donnés aux personnes d'un âge avancé. C'est quand c'est un terme choisi. Oui, le troisième âge, les personnes qui... En matière d'épargne, la gendarme de la Bourse qui a mené des contrôles en 2017 auprès de plusieurs établissements bancaires, ainsi que des prestataires spécialisés dans les SCPI, Sociétés des instruments financiers permettant d'investir dans l'immobilier, donc, a relevé de nombreuses insuffisances et mauvaises pratiques. Oui, c'est dit dans un langage très fleuri. Oui. C'est l'arnaque. Ils arnaquent les vieux. Voilà ce que ça veut dire. Voilà. L'AMF, quelle bande de couilles molles. Vous pourrez le dire clairement. L'AMF, c'est fou. L'institution a aussi noté que les argumentaires commerciaux contiennent parfois une information... Écoutez bien, déséquilibré. Déséquilibré. On est déséquilibré. On est déséquilibré, oui. C'est surtout l'AMF, vous êtes déséquilibré, bande de lâches. Oui. C'est invraisemblable. S'inquiète l'AMF, écrit Challenge. Voilà. D'ailleurs, j'ai écrit, j'aime beaucoup l'information déséquilibrée. Oui. Autant pisser dans un violon, quoi. Voilà. Lecteurs, surveillez. Voilà. Surveillez les comptes de vos parents, je vous le dis. Enfin, surveillez les vôtres surtout aussi. Mais les personnes âgées, parce que les personnes âgées,
âgées, c'est une autre génération qui a connu la guerre ou la fin de la guerre, les privations, etc. Pour elle, une banque, c'est la Banque de France. Ils en sont encore aux 30 glorieuses et ils pensent que c'est une banque très solide. Et certains avaient des comptes à la Banque de France sans être de grands... Oui, il y a beaucoup de gens qui avaient des comptes à la... Dans les années 50, en général, c'était les notables, quand même. Mais enfin, bon... Faut le dire. Maintenant, c'est fini. C'est terminé. La Banque de France, ça sert à rien. Et ça s'appelle de l'abus de faiblesse, ça. Tiens, c'est intéressant. Abus de faiblesse. Autorité des marchés financiers, vous aurez pu le mettre, ça, dans votre rapport. Abus de faiblesse. Les tribunaux condamnent l'abus de faiblesse. Oui, bien sûr. Tous ces banquiers pourraient être condamnés pour abus de faiblesse, vu les saloperies qu'ils vendent aux personnes âgées. C'est comme la Barclays Bank qui avait vendu une assurance vie à un client qui avait 92 ans ou 94 ans. Il faut préciser que le monsieur, il avait, je ne sais plus, 4 ou 10 millions sur son compte. C'est honteux. Alors, mon cher Pierre, nous allons faire une pause avant de reprendre les Non, pas de pause. Pas de pause. Non, il faut finir sur la Société Générale. Finissons-en avec la Société Générale. Finissons-en, voilà. Société Générale en faillite rachète les meubles de la Commerzbank en faillite. Oui, mais alors ça, c'est... Ça, c'est très intéressant. Vous voulez développer ? On développera. On va développer avant. Vous voulez en parler ? Bon. C'est les activités qui s'appellent solutions d'investissement, produits de flux et gestion d'actifs de Commerzbank. Basées à Francfort, à Londres, à Hong Kong, il y en a à Paris d'ailleurs, à Luxembourg. C'est et à deux Zurich. banques en faillite qui essayent de s'arranger. Exactement, c'est ça. Qui se font des écritures qui, en fin d'année, si vous voulez, c'est un peu comme la faillite de la Lehman Brothers. Moi, je le donne toujours. On a découvert après sa faillite, bien entendu, que la Lehman Brothers, au 30 décembre, empruntait, je dis n'importe quoi, 10 milliards à la JP Morgan. Ça lui permettait de ventiler les 10 milliards dans son bilan au 31 décembre. Au 1er janvier, il rendait le bilan. Vous voyez, notre bilan, on est propre, tout est équilibré, etc. Et le 3 janvier, il remboursait les 10 milliards à la JP Morgan. Mais voilà, c'est la même chose. Oui, mais c'est très inquiétant, parce que ça veut dire que le système bancaire européen est très menacé. Il est menacé aussi par les banques italiennes, bien sûr. Il est menacé par la Deutsche Bank. Nous avons un gros problème bancaire. Et comme disait Charles Gave dans une précédente émission, dès lors qu'une banque tombe, ce sont toutes les autres qui sont menacées. C'est pour ça qu'ils maintiennent le système, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Artificiellement. Et ils le savent très bien. Alors, attends, non, parce qu'on a un autre truc avec la Société Générale, on fera la pause après. Unicredit veut fusionner avec la Société Générale de toute urgence. Oui. Ça, c'était au 4 juin. Ils sont pressés de se marier. Attends, je l'ai toujours dit, c'est une loi physique, on va dire, et financière. Quand une banque veut fusionner de toute urgence avec une autre, qui plus est concurrente, c'est qu'elle est morte. Voilà. C'est aussi bête que ça. Et alors donc ça veut dire que Unicredit est en faillite, mais bon, ça on le savait, c'est pas nouveau. Alors écoutez bien, alors Unicredit voulait fusionner avec Commerzbank. Oui. Parce que vous parlez de Commerzbank là. Oui, voilà, c'est pour ça que je fais la relation. Banque allemande. Mais Commerzbank est en faillite également. Faillite, oui, bien sûr. Voilà, vous avez 3 banques en faillite qui essaient de se faire une petite partouze financière pour voir celui qui peut faire croire le plus longtemps qu'il bande encore. C'est très intéressant. La métaphore est un peu osée, mais c'est tout à fait juste. Regardez. D'ailleurs, j'avais écrit Unicredit et Commerzbank en faillite veulent une partie fine à 3 avec la BNP. Eh bien, la partie fine n'a pas eu lieu, car la BNP n'a pas envie d'une banque en faillite. Forcément, il faudrait expliquer ça à M. Macron. Lol. Du coup, les dirigeants d'Unicredit se sont tournés vers la direction de la Société Générale pour fusionner aux chandelles. Comprenne qui pourra. Si cher à M. DSK. Voilà. Et c'était sur Financial Times et Reuters. C'est drôle. Alors, bien entendu, Société Générale, tout ça, ils ont démenti. Non, on les connaît pas. Non, mais c'est extraordinaire. Non, mais c'est extraordinaire, quoi. Voilà, la partouze financière de tous ces mecs en faillite qui essayent de cacher les trucs. C'est comme John Law qui a été obligé de se déguiser en femme pour quitter la France, quoi. Ils sont obligés de se déguiser, de fusionner, voilà. Ça pue, c'est extraordinaire. Moi, j'attends, franchement, je vous le dis, j'attends l'explosion. Ça va être grandiose. Le plus tard possible, mais je peux vous dire que ça va être grandiose. La colère du peuple, mais
les banquiers vont raser les murs, hein, je vous le dis, les mecs, ils vont être pendus par les burnettes. Hein. Ah oui, mais le peuple va leur peler le jonc, comme on disait dans l'ancien temps. Oui. Comme au bailli. Exactement, on va leur peler le jonc. Dans les visiteurs. Exactement. Mais alors, oui, mais quand même, il y a un vrai problème bancaire à l'échelle européenne. Et ça, mais ça se voit. Voilà. Mais ça se voit dans nos informations. C'est maintenant une information récurrente. C'est-à-dire que de plus en plus, et de plus en plus souvent. De plus en plus, voilà. Oui. Voilà. Et maintenant, des journaux aussi, comme même les Échos, ils en font écho, si je puis dire. Oui, mais ils n'osent pas. Hein. Ils n'osent pas trop insister comme nous. Quoi. Ils se contentent de prendre le communiqué de presse de la banque, éventuellement de couper 2-3 trucs, et puis ils passent, et puis ils le collent comme ça. Quoi. Ou alors ils prennent la dépêche AFP ou Reuters, et puis ils la collent. Basta. Ils s'emmerdent même plus, en fait. Voilà, donc il faut faire une coupure. Voilà, moi j'aimerais bien couper dans les banques. Moi, Non, mais c'est une petite coupure. Voilà. En petite coupure. Excellent. Alors nous étions, mon cher Pierre, dans les turpitudes bancaires, et ben nous allons y rester. C'est plus des turpitudes, hein, le mot est un peu faible. Hein. Alors, c'est escroquerie en bande organisée. Ah, oui. Non, mais c'est ça. Escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse, vol en plein jour, vol de personnes âgées, tout ce que vous voulez. La totale. Je prends. Voilà. Je prends. Alors, quand même, tout ceci n'est pas bon. Parce que vous publiez aussi une statistique intéressante. Les résultats de la santé des banques. Banco Santander, moins 37%. Par rapport à 2008, il faut préciser que c'est le cours de l'action en 2018, voilà. C'est-à-dire 10 ans après. 10 ans après l'explosion de Wall Street, 10 ans après le bilan. Voilà. Alors, Banco Santander, moins 37%, Barclays Bank, moins 49%, ING, moins 50%, Crédit Suisse, moins 56%, Deutsche Bank, alors là, nous allons parler tout à l'heure, moins 85%. Moins 85%, c'est intéressant. Bon, voilà. Alors, évidemment, seule la JP Morgan a tiré les marrons du feu, comme on dit. Et on n'a pas parlé des banques italiennes. Oui, non, mais elles sont dans le même cas. Oui. La JP Morgan, pourquoi la JP Morgan a cette santé insolente ? Parce qu'à l'époque, j'ai écrit un livre dessus, donc je connais bien le sujet. Blight Masters, à l'époque. Voilà. Blight Masters, ils ont vu au sein de la JP Morgan que les CDS qu'elle a popularisés vont exploser dans les bilans de toutes les autres banques. Donc eux, ils se sont dépêchés de se débarrasser de tous les CDS avant tout le monde, avant que tout le monde se rende compte. Et du coup, tout est chez les autres. Et la JP Morgan, tadam, la grande victoire. Voilà. Je s'explique cela. Credit Default Swap. C'est-à-dire, en réalité, un produit financier, un produit... Vous savez que, puisqu'on parlait de Marcus tout à l'heure, là on parle de crédit défaut swap, mais en anglais, par exemple, l'échangisme se dit wife swapping. Ah oui, d'accord. Wife swapping. Oui, des champs de femmes. Voilà, bon, c'est la même ambiance. C'est la même ambiance, bon. Exactement. Plus sérieusement... C'est très sexe, finalement, cette revue de presse. C'est la première fois qu'on Alors, je savais pas que les banquiers étaient sexy, moi. Mais l'argent... C'est les infos qui sont sexy, entre guillemets, c'est pas eux. Entre l'argent et le sexe, vous savez, il y a souvent des... Ça va ensemble. Voilà. Bon. C'est la concupiscence... bon, n'allons pas plus loin. Il y a plein de livres sur le sujet, on connaît bien le sujet. Bien sûr. Alors, cela étant, il y a un gros poisson, comme disait Charles Gave, c'est même une grosse baleine qui, après la pêche à l'explosif, remonte à la surface, c'est quand même la Deutsche Bank. Oui. Là, il y a un vrai problème. Autant que je me souvienne, son bilan, c'est 3 ou 4 fois le PIB allemand. Non, je crois que c'est même plus. Ah oui. Enfin, ça varie. Oui. Non, c'est genre 40 fois ou un truc comme ça. Non, c'est énorme. Oui, en fait, on ne sait pas. Parce que ça varie tellement, mais on sait que c'est énorme. Mais attention, le chiffre que vous venez de donner là, moins 80, enfin, je veux dire... moins 85 en bourse. Moins 85 en bourse par rapport à 2007-2008,
Ça veut tout dire. Oui. Personne ne trompe personne dans le monde financier. Vous ne pouvez pas tromper les gens éternellement. Il y a quand même des comptables qui vérifient les comptes, hein, même à la Deutsche Bank, hein, même si c'est truandé, etc. Hein, l'information, elle circule. Hein. Le comptable, il ne va pas faire lui-même son opération, mais il va le dire à son cousin, qui va le dire à un ami et qui vont... Hein, théoriquement, il y a les commissaires aux comptes aussi. Oui, mais c'est pareil. Mais alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'en bonne logique, à cet état de quasi-faillite, l'État allemand devrait racheter la Deutsche Bank. Ils n'auront pas le choix. Il ne peut pas, il n'a pas le droit. Mais ils n'ont peut-être pas le droit, mais les règlements... vous verrez... Attendez, mieux. Non, mais vous allez voir. Les règlements européens l'interdisent, et vous savez à la demande de qui ces réglementations européennes ont été faites? À la demande de l'Allemagne. Oui, mais... Donc, si c'est Mme Merkel qui n'est pas sûre, elle va se renier. Attendez. Et tous les eurocrates vont se renier. Je vous rappelle que la Banque Centrale Européenne, M. Draghi, hein, n'avait pas le droit de fabriquer de la fausse monnaie, hein, et qu'à un moment donné, ils ont été obligés de le faire. Hein, et au lieu d'appeler ça fausse monnaie, il a appelé ça une politique monétaire non conventionnelle. Oui, hein, c'est sa phrase exacte. Politique non conventionnelle politique monétaire non conventionnelle. Ouais. C'est un peu comme des armes non conventionnelles. Ouais. Hein, une arme non conventionnelle, c'est-à-dire une bombe atomique qu'on balance dans une école ou dans un lycée, vous voyez, c'est un peu, c'est pas conventionnel comme agression, hein, voilà. C'est un peu l'idée, quoi. Hein, voilà. Non, mais c'est la Deutsche Bank, c'est très... Ah, tiens, alors j'avais une info sur la Deutsche Bank, je ne sais plus où je l'ai mise. Ah ben attends, avant de... Parce qu'on parlait de la BPCE, hein, j'ai une autre info que j'avais omis de donner tout à l'heure. Oui. La BPCE veut aussi vendre ses bijoux de famille sur le Bon Coin. Voilà. Sur le Bon Coin ? Oui, sur le Bon Coin. Voilà. La BPCE, les Français ne savent pas ce que c'est. Pourtant, après l'explosion de Wall Street, la Caisse d'épargne et la Banque Populaire se sont retrouvées en faillite. Ouais. Sarkozy, pour ne pas effrayer le bon peuple, a piloté la réunion des deux ni vus ni connus pour ne pas effrayer les Français qui sont incultes, hein, parce que c'est ce que disent les politiques. Hein. Oui. Ils sont incultes en économie. Non, mais Mitterrand détestait l'économie. Il ne voulait même pas en entendre parler. Sous-informé. Sous-informé. Mais c'est volontaire. Oui, mais c'est volontaire. C'est volontaire. Voilà. Dans le monde de la banque, hein, moins plus moins, ça donne toujours un chiffre négatif. Hein. Et 10 ans plus tard, la BPCE vend ses meubles. Voilà. Et il y a Madame Lévy donc, qui nous dit sincèrement, je me dis sincèrement que si la BPCE prête à stopper l'activité du crédit foncier, alors que ce n'est certainement pas l'activité la plus coûteuse par le groupe, où allons-nous? Voilà. Oui. Et l'intersyndicale du crédit foncier a publié un communiqué évoquant la volonté d'un démantèlement du spécialiste du prêt immobilier. Voilà. Et j'ai eu d'autres informations. Le crédit foncier, voilà, c'est fini, c'est finito. Enfin, voilà, ça va être liquidé, terminé. Alors, je voulais vous dire aussi une chose. Voilà, donc on voit bien que les mecs, ils vendent à qui voilà. À propos de ce que pensent les politiques et les banquiers des Français et de l'économie, il faut que vous sachiez, mon cher Pierre, parce que c'est grâce à vous et grâce à tous les invités de ce plateau, et je m'adresse là à nos téléspectateurs, c'est que beaucoup nous disent « vous m'avez réconcilié avec l'économie ». Oh bah écoutez, alors ça j'en suis très fier, sincèrement. Voilà. Non mais sincèrement. C'est vraiment... une fois qu'on a compris le principe de la fausse monnaie, c'est bon. Hein. L'économie, c'est pas très compliqué. Tout le monde fait de l'économie. Hein, quand vous allez faire votre marché et que vous n'avez plus d'argent dans votre porte-monnaie, ça s'appelle faire un cours d'économie et de politique non conventionnelle. Mais c'est vrai. C'est surtout des travaux pratiques, là. Hein, vous prenez votre photocopieuse avec vous, vous payez votre boucher, votre charcutier avec la photocopieuse. Voilà. C'est ce que fait la banque. Tout le monde comprend ça. Oui, parce que là aussi, tout le monde est persuadé que c'est la Banque centrale qui fabrique la monnaie. Mais non, ce sont les banques commerciales et elles la fabriquent à partir de rien. Exactement. Voilà, c'est ça qu'il faut. C'est exactement. Voilà. C'est un abus de pouvoir qui leur a été donné. La monnaie, c'est les banques commerciales et c'est de la dette. Voilà, c'est de la dette. C'est que de la dette. Voilà. Et c'est pour ça que toutes ces banques, là, on voit leur niveau. Alors, vous vouliez les infos de la Deutsche Bank? Oui, oui, je veux, oui. Et tout à l'heure, on a parlé de la Commerzbank et de la Société Générale. Vous voyez qu'on retrouve toujours les mêmes noms, les plus en faillite. Hein. Ouais. C'est pas innocent, ça. Hein. Ouais. Alors, j'ai intitulé la rubrique funérailles, justement, un pompe funèbre, quoi. Alors, la Deutsche Bank veut un caveau commun avec la Commerzbank. Ah oui. C'est clair. Hein. Le nouveau patron de la Deutsche Bank a décidé de fusionner avec la Commerzbank en faillite. Il faut dire qu'avec son cours à son plus bas historique, il n'a plus d'autre choix que de noyer le poisson.
au sens propre du terme, Oui, pour oui. le coup. En fusionnant avec la Commerzbank, il dilue sa dette sans pour autant abaisser son effet levier, qui est de 40 pour les uns et de 30 pour les autres, entre autres pour Jean-Pierre Chevalier. Voilà, je oui. salue notre ami Jean-Pierre Chevalier. Ah oui. Allez voir, voilà, vous avez Oui. le lien sur ça, sur la Très ligne de bon. commande du 15 juin. Vous avez ça sur Quotidien, allez, vous cliquez sur le lien et vous tomberez sur le papier de Jean-Pierre Chevalier, qui examine les bilans avec Oui. beaucoup d'acuité. Exactement. C'est le cas de le dire. Nous avons rendu hommage au travail de Jean-Pierre Chevalier dans une précédente émission. Et alors, écoutez, mais vous l'invitez? Vous l'avez invité? J'aimerais bien l'inviter, ça se fera certainement. Oui, Mais invitez-le, c'est bien. Nous avons rendu hommage à son travail. Alors, regardez bien, là, je vous épargne tout le texte en anglais, sauf une phrase. A merger between the two is not possible at this stage as both banks still need to clean their balance sheet first. Dit l'analyste de la Natixis. What a very good accent. Natixis, banque pourrie par... But you are French. Je sais. Il y a Alex Coagne. Voilà. J'adore la phrase sibylline là aussi de la Natixis. Both banks still need to clean their balance sheet first. Il faut Oui. nettoyer d'abord le bilan. Voilà, le bilan. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Ouais, bah, Qu'est-ce qu'il nous dit? nettoyer le bilan, ça veut dire... Tiens, ça me rappelle les Rita Mitsuko, c'est la mort qui t'a assassiné, Marcia. Vous vous souvenez de cette phrase? C'est la mort qui t'a assassiné, c'est drôle. mais C'est l'explosion, c'est la Wall Street qui t'a assassiné, Deutsche Bank. C'est un peu ça, quoi. Bref, tout va bien en Europe, c'est la reprise selon BFM VC et VC News. Et de toute manière, dans les 7 jours, ça sera le foot sur toutes les chaînes, donc elles pourront fusionner tranquillement. C'est pas gagné. Et ça, c'était Bloomberg qui nous le donnait. Voilà, c'est Oui, Bloomberg. oui, Bloomberg, C'est oui, important. oui. C'est une chaîne, il y a des sources, a priori, voilà. sérieuse. Voilà. Il y a Pritchard, qui est bon aussi. Pritchard, qui vous donne de l'information. Il y a Jean-Pierre Chevalier. Il y a un certain nombre de gens qui donnent des informations financières et Mais on n'est pas sérieuses. 150 en Europe. Non. On n'est pas 150. Non. Je connais bien Ambrose Evans Pritchard. Je discute souvent avec, souvent de temps à autre, et surtout Jean-Pierre Chevalier, etc. Mais pour moi, Ambrose Evans Pritchard, moi et quelques autres, on était moins de 10 dans le monde à annoncer l'explosion de Wall Street en janvier. 2008, je précise, pas en septembre, ou pas après. Il y avait Roubini aussi qui avait annoncé ça aux États-Unis. Absolument, Nouriel Roubini, il y avait Peter Schiff, il y avait Gérald Celente, voilà, on était moins de 10. Voilà, ça c'est sûr. C'est pas moi qui ai fait le compte, je crois que c'est Max Kaiser qui a fait le compte. Voilà, Max en fait partie. Voilà. Eh bien, continuons justement à analyser la situation et... Tiens, alors, justement, parce qu'on parlait de la Deutsche Bank. La Deutsche Bank. Voilà une preuve, regardez bien. Amende de 205 millions de dollars pour la Deutsche Bank. Alors, pourquoi ? Évidemment, on ne compte plus le nombre de fois la Deutsche Bank a accepté de payer des centaines de millions de dollars à condition de ne pas être obligé de reconnaître qu'elle est coupable. Personne n'est dupe. Personne n'est dupe, évidemment. Mais si vous pensez que les procès se terminent, rassurez-vous, la banque doit avoir encore 3900 autres procès pour escroquerie bancaire. Et c'était sur Reuters. Alors, pourquoi ils sont pris d'amende, là ? Regarde, écoutez bien. Alors, la Deutsche Bank a roulé dans la farine les habitants de l'État de New York en trichant sur les informations financières données et bien entendu en bidonnant tous les cours possibles et imaginables, et cela afin de ruiner les imbéciles de clients. Autrement dit, quand ils disaient à leurs clients qu'ils allaient, je donne un exemple, c'est pas forcément ça, mais ils disent voilà, pour vous, nous avons acheté pour 100 millions d'actions IBM, d'accord ? Alors l'action IBM, elle est à 10 euros. Ou à 10 dollars, mais eux, ils vont facturer 15. Vous suivez l'idée ? C'est ce qu'ils ont fait. C'est du vol en bande organisée. Et pourquoi ils se sont permis tous de faire ça, massivement ? Pour combler le trou. Bien sûr. Tout simplement. Et c'est d'autant plus regrettable qu'une partie de ce qui va à la Deutsche Bank vient des performances à l'exportation de l'Allemagne. Donc, de la vraie richesse créée. Or, cette vraie richesse est détournée en produits financiers dérivés et autres qui sont perdus, gâchés, dissipés. C'est véritablement du gâchis. Et j'interrogeais l'autre jour un jeune chef d'entreprise d'une très grosse entreprise. Je lui disais sincèrement, vous êtes dans le système.
est-ce que, oui ou non, la sphère financière bénéficie à la sphère industrielle ou à la sphère par le biais de l'investissement? Réponse, non. La sphère financière a acquis une totale autonomie, à des hauteurs 100 fois supérieures à ce que peut être un investissement, avec notamment les exigences du retour sur investissement. Oui. Donc nous avons là deux mondes qui se sont littéralement dissociés. Alors ça avait commencé dès les années 20, hein, on l'a remarqué. Mais ça s'est aggravé depuis de façon... Donc voilà, eh bien, lorsque Pierre Jovanovic, chers amis, nous parle de ces turpitudes bancaires, dont il trouve d'ailleurs que le mot n'est pas assez fort, non, eh bien, non. C'est parce que la sphère financière est devenue souveraine sur le reste de la planète. Mais ce qui est fascinant, au-delà de tout ça, c'est à quel point la presse financière a démissionné, quoi. Oui, aussi, parce qu'elle ne donne pas l'information. Mais parce qu'elles ont été achetées par les banques. Voilà, bien sûr. Hein, ou par des intérêts industriels. À qui appartiennent les Échos? Bah voilà. À qui appartiennent les Échos? Ah ouais, mais il n'y a pas que les Échos. Je veux dire, il n'y a pas que les Échos. Libération avait des pages économie, quand même. Ouais. Le Figaro a des pages économie. Ah oui, je veux dire, il pourrait en parler, et quand même. Le Monde, c'était la référence. Qui ça? Le Monde, journal de... non, alors là, franchement, Le Monde, pour moi, c'est devenu un torchon. Voilà. Ce n'est plus un journal. Ah non, mais il y a des connexes, en plus. Il y a des connexes, non, mais mon cher. avant ça, moi, j'ai toujours dit que Le Monde, là, ils n'ont pas vu la crise arriver, déjà, en 2008. Hein. Ils se contentaient de rapporter les paroles lénifiantes de M. Alain Minck. Hein, oui. Le nain de l'économie, c'est le cas de le dire. Le grand penseur qui disait que ça ne toucherait personne, sauf quelques banques américaines. T'as raison, Alain. Il a présenté ses excuses récemment, parce que ça fait 10 ans que je rappelle ses bons propos. Donc il est obligé de présenter ses excuses aux Français. Oui. Mais c'est trop tard, là. T'es cuit, t'es mort. Hein, voilà. T'es nul, en plus. Non, mais en plus, attends, je rappelle qu'il écrit même pas ses livres. Il s'est pris 100 000 € de dommages et intérêts pour plagiat. Hein, comme dirait, je ne sais plus qui a sorti ça, je crois que c'est Thierry Ardisson. La question qu'on peut poser à Alain Minck, s'il met aussi un nègre dans son lit, quoi, dans le lit de sa femme, par exemple. Ouais. Voilà. Non, mais c'est vachement important de dire. Non, mais c'est bien ce que je dis. Oui, bien sûr, oui. Non, mais vous m'avez compris. Mais pour accomplir on était très sexe aujourd'hui. Oui, je vois ça. Pour accomplir d'autres tâches que les bouquins, c'est ça que vous voulez dire. Je vais pas jusqu'à là. Bon. À qui, après, c'est open bar, comme on dit. Non, mais sérieusement, Alain Minck, et vous voyez toujours à la télévision, ce mec a les portes ouvertes pour raconter ses conneries, quoi. Toutes les boîtes qu'il a touchées, elles ont toutes perdu de l'argent ou ont été rachetées. Il y avait, je sais plus, j'avais lu un excellent papier là-dessus, Alain Minck, le plus mauvais conseiller de France. Mais n'oubliez pas, c'est Alain Minck qui a adoubé Emmanuel Macron, parce que tout jeune énarque, les énarques qui sortent, attention, ils doivent rendre hommage à Alain Minck, qui est le patron de tous les énarques. Voilà. Il y a comme ça des... C'est une société secrète, c'est comme la franc-maçonnerie, quoi. C'est une société secrète d'énarques. Il n'y a que les énarques, et ils sont tous ensemble. Là-dessus, ça mériterait un sujet à lui tout seul. Je prépare d'ailleurs pour la rentrée un sujet sur... Vous faites quoi, un spécial énarque ? Sur la caste. Sur la caste, oui. Et il y aura de la caste. De la caste. De la casse. Oui. Pardon pour ce mauvais jeu de mots. Bien, alors... Tiens, justement, continuons d'explorer oui, vous parliez des banques italiennes ou espagnoles, je ne sais plus. Tiens, Novo Banco. Ah oui, Novo Banco, oui. Novo Banco, tu parles du Novo Banco, est en faillite, donc obligée elle aussi de vendre ses bijoux aux Amerlocs. Voilà. Ouais. Et la Caixa, c'est une banque catalane. Espagnole. Elle est catalane, autant que je me souvienne. Elle est en difficulté, elle aussi. Mais toutes. Je veux pas voir. Elle tire le diable par la queue, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment ça. Vous n'en sortez pas, mon cher Pierre, aujourd'hui. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas le printemps. Si, ça doit être ça, c'est l'été, c'est l'arrivée des vacances, ça doit me parler. Voilà. Regardez, donc dans la même catégorie que la Banco Popolare de Milano, voici la Novo Banco. Rota, bien sûr, la troisième plus grande banque portugaise, nouveau nom de la Banque du Saint-Esprit qui a elle-même vendu sa filiale française Banco Espírito Santo
au fonds vautour Cerberus. Voilà. Donc ils sont tous en train de tout vendre au fonds vautour américain, qui eux sont armés de la photocopieuse américaine de l'art, qui rachètent toute l'Europe en ce moment. Ils rachètent toute l'Europe. Vous vous rendez compte de ça? Cerberus, c'est la société? Cerberus, oui. Cerberus, c'est un fonds vautour. C'est un peu comme BlackRock. Il y a 5 ou 6 grosses boîtes, grosses sociétés de banque. Oui, mais parce que c'est des banques hedge funds, on va dire. Cerberus, oui, mais Cerberus, c'est Cerber. Ah, mais j'en ai parlé. C'est l'entrée des enfers. Je connais très bien Cerberus. C'est le commencement de l'enfer. Mais bien sûr. C'est l'entrée de l'enfer. Mais attendez, ils ont volontairement pris ce nom-là. C'est signé. C'est comme BlackRock. Ah oui, la pierre noire. La pierre noire, voilà. Et d'ailleurs, oui. Et ils vont piquer les sous qui étaient dans la bouche des morts aussi. Comme Cerber. C'est ce qu'ils vont faire, oui, mais c'est ce qu'ils font. Ou ils arrachent les dents. Mais c'est ce qu'ils font. Ils vont arracher les dents en or. Dans la même chose, alors puisque vous parlez de la KXA, elle est là. Oui, il suffit que vous... Voilà. Vous parlez, tiens, tac, voilà la KXA. Caixa. Caixa, vous dites, vous, en espagnol? Caixa, d'accord. Alors, la KXA, je dis KXA, je ne sais pas pourquoi, elle vend tous ses prêts qui sont signés, tous les dossiers de prêts, elle les vend au vautour américain Lone Star. Donc, Lone Star, voilà, il y a Lone Star, il y a Cerberus, il y a BlackRock, il y en a 6 ou 7 peut-être. Voilà. Alors, qui veut des prêts pourris? C'est pas qui veut gagner des millions, c'est qui veut des prêts pourris. Oui, c'est dingue. Nos téléspectateurs pourraient s'interroger pour savoir comment ces fonds vautours gagnent-ils leur vie, font-ils des profits? Parce qu'ils rachètent à 50% du prix. Me plaisantez ou quoi? Ils rachètent, parfois c'est 10 centimes pour... Ah oui, c'est ça, 10% du prix. Et parfois moins. Oui, c'est ça. Et donc, ensuite, ils se chargent de recouvrer les créances sur non, mais je vous le fais simple. Là, ils rachètent des Portugais ou des Espagnols, je ne sais plus. Ils vont racheter pour, je ne sais pas moi, 500 millions de prêts non remboursés. Ils prennent tout ça, donc ça appartient à Lone Star. Ils vont regarder. Ils vont découvrir, par exemple, qu'à Madrid ou à Rome, vous avez le coiffeur qui a pris, qui a un emprunt. Il possède sa boutique. Eh bien, que va faire Lone Star puisque vous ne remboursez pas, on saisit la boutique et ça va venir dans le bilan de Lone Star. Voilà. D'où mon papier de cette semaine, justement, de ce lundi. Vous voyez, on n'a pas fait exprès, tenez. Lisez saisir les biens immobiliers, le but caché des banques. Voilà, c'est tout. J'ai pas fait exprès, là. Non, c'est vrai. Je vous ai souvent parlé de Chypre et de la Grèce, où les banques ont reçu l'ordre de Bruxelles de saisir le plus rapidement possible les maisons des gens qui avaient des difficultés pour rembourser. Et d'un de vos lecteurs, Thierry, précisant la source sûre. Ma femme travaille dans une banque. Que la pire des banques est bien la caisse d'épargne. Voilà. Écoutez bien. Vous teignez un costard pour l'hiver, là. Exemple, vous avez une difficulté passagère pendant 1 an et demi pour payer votre crédit. Eh bien, au lieu de décaler le crédit pour que tout le monde s'y retrouve, surtout la banque d'ailleurs, eh bien, ils vous saisissent la maison vendue en cheville avec des requins, en vous obligeant à ne pas vendre au-dessus d'un certain prix, alors que lors de la saisie, la vente bien en dessous, bien sûr. Ensuite, la caisse d'épargne vous réclame 350 000 €, crédit restant 180 000 € et le reste. Le reste, frais divers, pas mal les frais, dit, ça c'est Pierre Giovanovic. Le pire, c'est toujours votre correspondant, mon cher Pierre, c'est que votre épouse recevait beaucoup de clients aussi à la caisse d'épargne qui ont subi les mêmes choses. Quelquefois pire. Exemple, une personne avec 5 enfants refait sa maison ancienne pendant 20 ans. C'est une longère. Elle n'a pas pu payer ses mensualités de 2 000 € pendant 3 mois. Elle devait donc 6 000. Quelques semaines après, elle arrive avec 6 000 € de retard de la caisse d'épargne, avec un grand sourire. On lui dit « trop tard ». Trop tard. Bingo. Terminé. Ouais. C'est jackpot, ça. Oui. J'en ai suivi, bien entendu, une saisie de sa maison, et le mec se retrouve à poil. C'est ce qui a fait la fortune du Crédit Agricole, je le rappelle. Aujourd'hui, le Crédit Agricole est quand même l'un des plus grands propriétaires terriens, forestiers, etc. de France. Le témoignage de cette... C'est tous les paysans qui n'ont pas pu rembourser, ils ont pris les terres. Et le témoignage de cette dame, donc, qui travaille dans la banque, 50 cas similaires. Donc, c'est pour une agence, pour une seule agence. Vous imaginez ce que ça représente? Oui, je veux très bien. Et permettez-moi de faire un jumping, là, pour le coup, avec une autre information, parce que là, je la rattache. Je m'en souviens très bien parce que je traitais l'économie justement de ce dossier-là. Lorsque, c'était en 1993 ou 1994, lorsqu'il y a eu l'accord entre le Mexique, le Canada et les États-Unis, le NAFTA, ou je sais plus comment on appelait ça. Ça s'appelait... Savez-vous... l'ALENA. ALENA, voilà, ou un truc comme ça. Accord de libre-échange nord-atlantique. Voilà. Nord-américain, pardon. Au Mexique, il y avait une loi très précise qui empêchait les banques de saisir les terres des agriculteurs.
Oui. C'est-à-dire que les banques Oui, ne bien pouvaient sûr, pas... oui. La terre devait toujours appartenir à un agriculteur afin qu'il travaille la terre. Bon, c'est logique. Hein, c'est logique dans l'esprit de l'époque, on va dire, révolutionnaire. Eh bien, la première chose que les Américains, Washington, a demandé au Mexique, au gouvernement mexicain, c'est d'enlever cette loi afin que les banques mexicaines et américaines, bien sûr, puissent saisir, s'emparer des terres des paysans mexicains. Voilà. Et il y a une logique, vous voyez, on n'a pas fait du tout exprès raccorder tous ces wagons, mais c'est évident. Même sans que la propriété soit saisie par les banques, on peut considérer aujourd'hui que le véritable propriétaire du capital agricole, c'est le Crédit Agricole. Compte tenu du degré d'endettement des agriculteurs, compte tenu des machines qu'ils sont contraints d'acheter, poussées par les techniciens, compte tenu des prêts de campagne qu'on leur accorde. Les prêts de campagne, c'est on leur prête pour acheter des engrais pour mettre dans les champs, voyez, bon, et des prêts de semences et autres. Le vrai propriétaire d'une capital agricole, c'est bien entendu les banques. Oui, bien sûr. Banques, mais le Crédit en France, le Crédit Agricole en particulier. Et je trouve ça gravissime. La terre devrait revenir à l'État. Hein, et c'est l'État qui devrait redonner, louer la terre, effectivement, à un agriculteur ou à plusieurs. Alors, mais pas les banques. Pas les banques. Ouais. Je ne suis pas sûr que ça soit l'État le mieux placé. Mais vous savez, je ne suis pas marxiste. Mais vous savez ce que disait Marx ? Vous allez me dire, il a dit beaucoup de choses, cela dit. Marx disait, les paysans, parce qu'à l'époque c'était les paysans, sont des propriétaires nominaux. Ils n'ont de propriétaires que le nom, mais ce sont les banques qui les possèdent. Ah bah oui, donc Marx a toujours été... Mais il a été très très bon, Marx. Hein, franchement, il a sorti des trucs géniaux. Non, mais il a sorti des trucs géniaux. Franchement, il a sorti des phrases fabuleuses. Ah non, c'est génial. Moi, je ne suis pas marxiste du tout. Mais il y a une approche chez Marx de l'argent qui est géniale, quoi. Quand il dit que l'argent, c'est la baguette magique qui nous permet de transformer telle chose en telle chose, c'est magnifique, c'est beau. Il y a un côté Walt Disney chez lui. Souvenez-vous, nous avions fait il y a 2 ans une émission, Le Veau d'Or est toujours debout. Oui. Et il y en a un qui parle admirablement de ça. C'est quand même Faust. C'est Goethe. Ah bah on en a parlé ensemble à plusieurs pour reprises, votre plaisir, chers téléspectateurs. Mais Goethe, c'est quoi? C'est sur la fausse monnaie. Oui, exactement. Goethe, c'est sur la fausse monnaie. Oui, bien sûr. Reprenez le film avec l'acteur là, Gérard Philippe, je crois, et Simon. Oui, Michel Simon. Michel Simon. Oui. Je me souviens plus du titre du film. Les Visiteurs du Soir, non, ou un truc comme ça. Non, on l'avait évoqué déjà. C'est un truc déjà. de Carnet déjà. Je ne sais plus de qui était. Enfin bon, c'est avec Michel Simon et c'est l'histoire de Faust. C'est l'histoire de la fausse monnaie. Mais j'en parle dans le livre John Law, justement. Oui, bien sûr. Et souvenez-vous des paroles de l'opéra de Gounod. Le Veau d'Or est toujours debout, on encense sa puissance. Voilà. C'est toujours le cas. Voilà. Mais là, on voit que le système vacille. Oui. C'est très net. Les banques vacillent. Donc, et d'ailleurs, je vois de plus en plus maintenant de la presse régionale. Mon cher Olivier, je le dis à nos chers téléspectateurs, parce que plusieurs lecteurs m'ont envoyé des unes de genre Charente Libre, ou je ne sais plus quelle Normandie. République du Centre. Voilà. Suppression de liquide. Oui, je l'ai annoncé il y a 2 ans, en janvier. Voilà, ça m'a valu d'être censuré. Non, pardon, le pape de la fausse news, je sais pas quoi, du monde, de la conspiration, etc. Voilà, et maintenant c'est dans la presse régionale. Donc j'ai 2 ans d'avance, mais surtout le Monde avait décidé que c'est une bande de pourris. Cher Pierre, nous arrivons à la fin de cet entretien. Comme toujours, c'est dommage, on avait plein d'autres. On avait plein d'autres infos. Il fut nourri sur les pourris, mais vous reviendrez. Écoutez, il y a plein d'autres infos. Allez sur quotidien.com, récupérez ça. Et je donne rendez-vous à nos spectateurs aux signatures, bien sûr. Alors, je reprends en septembre. Voilà. J'ai vu votre calendrier de septembre. Vous reprenez en septembre. Mais je suis impressionné par le calendrier qui est le vôtre. Vous allez traverser la France de part en part. C'est merveilleux. Vous allez aller à Versailles, à Quimper, à Pontoise, Versailles. à Laval, à Versailles, attention, à Versailles, il y a beaucoup de spectateurs de TV Liberté. Donc, chers Versaillais, c'est quand? C'est quand Versailles? Je vais vous dire ça tout de suite. 22 septembre. 22 septembre. Et le 29 septembre à Quimper pour la fête des anges et des archanges, Saint-Michel. Ah oui, là, je vous retrouve tous les Bretons, là, tous les lecteurs. Et vous serez il y aura une surprise le 29 septembre. Et à Laval, vous y serez le 13 octobre. Je crois que je serai avec vous. C'est vrai? Oui.
Oui. J'espère. Normalement, ça devrait fonctionner, puis ça va être bon. Ouais. J'espère que vous serez là. Ouais. À bientôt, chers téléspectateurs. Merci à merci vous Pierre. et à bientôt. Merci Olivier.